m'appelle Gilles Dabolès. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle lycée Aerospace Blanc Aérotechnologie, que certains d'entre vous connaissent peut-être, vous avez peut-être déjà entendu parler. On est situé à Plérin, dans la vallée du Jouguet, donc pas très loin du Légué, un peu dans la campagne, un peu caché. À l'occasion, si vous vous perdez par là, soyez un peu curieux, vous verrez, c'est une belle usine. Alors en fait, la société pour laquelle je travaille, donc c'est un groupe qui est français d'origine, qui a plus d'un siècle et demi d'âge, fondé par des vieilles familles françaises de l'Est de la France, qui s'appelle aujourd'hui LICI, qui a eu plusieurs noms dans l'histoire. Et LICI, c'est un acronyme pour Link Solution for Industry, c'est-à-dire qu'en fait, on fabrique des pièces de fixation. Pièces de fixation, c'est une vis, un écrou, un clip, voilà, toutes sortes de fixations qui peuvent vous paraître anodines au quotidien, mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il y en a un peu partout autour de nous, dans la vie de tous les jours. Sur le site de Saint-Brieuc, on est une usine de 150 personnes environ. On travaille pour 3 marchés principalement. On travaille pour la compétition automobile, donc la Formule 1 par exemple. On fabrique les vis de bielle que vous avez sur les F1 qui tournent le dimanche. On travaille également pour les véhicules de luxe, c'est-à-dire par exemple des véhicules comme Ferrari, des motos on va dire de racing de compétition japonaise ou italienne. Donc on est également là sur de la pièce d'un assez haut niveau technologique. Et on travaille également pour l'aéronautique. Donc pour l'aéronautique, dans le cadre des fixations, donc tout ce qui est visserie, vis, écrou, boulon, on va dire qu'il existe 2 grands domaines. Le domaine de ce qui va être le moteur, qui est critique, qui voit des températures élevées, des liquides qui sont plus ou moins corrosifs, qui va être soumis à des contraintes, des efforts, des choses assez complexes, avec des encombrements réduits. Vous imaginez, dans un moteur, certaines pièces, elles sont uniques pour réaliser une action, alors que par contre, la deuxième catégorie de pièces, ça va être des pièces qui sont plus sur, on va dire, tout comment on appelle ça, j'ai le nom en anglais, je suis désolé. Enfin, on va dire tout ce qui est finalement l'habillage de l'avion, tout ce qui va être la fixation des ailes, la fixation de tous les revêtements, où là on est plus fait sur des vis de très grande quantité qui vont être multipliées pour garantir la fonction. Si vous prenez l'avion, vous regardez par le hublot, vous verrez que l'aile est constellée de petites têtes de vis, par exemple, qui sont en réalité des rivets. Donc sur le site de Saint-Brieuc, on est plutôt spécialisé dans la première catégorie, c'est-à-dire des pièces de haute caractéristique, plutôt orientées sur les moteurs, sur les parties très techniques, à haute température, haute caractéristique. On travaille un petit peu aussi pour l'autre secteur, mais voilà, plutôt pour ça. Voilà rapidement pour l'entreprise. Alors en ce qui me concerne, donc moi j'ai commencé mon parcours d'ingénieur à l'INSA de Rennes. Donc l'INSA de Rennes fait partie du réseau des INSA. C'est aujourd'hui 5 écoles d'ingénieurs. Donc vous avez Toulouse, vous avez Lyon, Rennes, Rouen et Strasbourg. C'est un réseau d'écoles d'ingénieurs qui fonctionne par prépa intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, après le bac, vous êtes admis sur dossier dans ces écoles-là. Alors, en l'occurrence, moi j'ai été admis à l'INSA de Rennes. Vous avez 2 années de prépa intégrée, c'est-à-dire que c'est une prépa comme ce que vous pouvez faire par ailleurs, hein, si vous allez à Châteaubriand ou autre. Simplement, suite à ces 2 années de prépa, vous avez la possibilité soit de continuer un cursus ingénieur sur le site dans lequel vous avez commencé, par exemple Rennes, ou vous pouvez demander une mutation en interne en fonction de vos notes pour par exemple aller faire biochimie à Toulouse, parce qu'il n'y a pas la spécialité biochimie à Rennes, par exemple. Ce qui est intéressant dans ce principe des réseaux INSA, c'est que donc justement, comme vous avez 5 écoles avec chacune des spécialités, vous allez pouvoir balayer un assez grand nombre de spécialités ingénieurs, plus ou moins généralistes, qui vont aller du génie informatique, électronique, système de com, génie civil, mathématiques, mécanique automatique, donc biochimie, biologie, etc. Donc en ce qui me concerne, moi j'ai fait génie mécanique et automatique. Alors aujourd'hui on utilise beaucoup le terme mécatronique. À l'époque ça n'existait pas. Pourtant c'est pas si vieux que ça. Je suis sorti en 2003. Au cours de ce parcours, j'ai eu l'opportunité en fait sur ma 5e année de faire un parcours en Erasmus en Suède
Donc j'ai passé 6 mois d'études dans une université à Luleå, au nord de la Suède, ce qui permet, on pourra en reparler je pense par la suite, mais ça permet d'ouvrir un petit peu la culture de la personne et de l'ingénieur. Et pour finaliser mon cursus, ensuite j'ai fait un stage de fin d'études, c'est assez commun, de 6 mois que j'ai réalisé en Allemagne, dans une entreprise près de Stuttgart. Donc voilà déjà pour mon parcours. Donc aujourd'hui, suite à ce parcours, j'ai travaillé directement dans le groupe Lissi. J'ai intégré le groupe Lissi dès 2004. Tout d'abord dans un site qui était à côté de Belfort, une ville qui s'appelle Delk, à la frontière avec la Suisse, au sein de Lissi Automotive. Donc Lissi Automotive, c'est la branche de Lissi qui fabrique de l'automobile. Donc j'ai travaillé 2 ans dans cette entreprise en bureau d'études, à préparer des plans, définir des pièces, les dimensionner, vérifier la faisabilité, etc. Ensuite, j'ai changé de job, toujours au sein de Lissi Automotive. Je suis parti en Allemagne pendant 2 ans pour être plus chef de projet produit, donc à travailler sur des produits mais qui étaient fabriqués, déployés sur plusieurs sites avec plusieurs types de process. On pourra parler plus tard des process si vous avez des questions plus précises à ce sujet. Et ensuite, enfin, j'ai pu changer de travail encore une fois en interne, mais cette fois-ci, je suis passé de Lissi Automotive, donc la grande série véhicule, à Lissi Aerospace, sur Saint-Brieuc, donc dans l'entreprise que je vous ai décrit au départ. Donc au départ, je suis arrivé sur Saint-Brieuc en tant que responsable de la partie R&D du site. Et depuis 2 ans, j'ai intégré également les parties de qualification produit. Là encore, on pourra en revenir un peu plus en détail plus tard si ça vous intéresse, mais c'est assez spécifique des domaines de l'automobile et de l'aéronautique. Et également sur la partie préparation produit, qui est finalement toute la préparation de la fabrication pour que les opérateurs aient tous les moyens disponibles pour fabriquer les pièces. Donc je suis Catherine Guilloux, je suis ingénieure chef de projet aujourd'hui au sein de la société Honeywell. Vous m'entendez bien parce que... Ça va, au fond, oui. Au sein de la société Honeywell, qui est le site sur lequel je travaille est le site de Plaintel. Alors le groupe Honeywell, c'est un groupe tentaculaire, c'est un groupe américain qui est très connu plutôt dans l'aéronautique, et moi j'interviens dans ce qu'on appelle la branche sécurité de l'homme dans son environnement de travail, et plus particulièrement dans la branche des équipements de protection individuelle. Donc les équipements de protection individuelle, ça s'appelle communément les EPI, ça va être les chaussures de protection, les tenues, les harnais, les masques, les bouchons d'oreilles, les lunettes et les casques. D'accord, donc Honeywell a toute la gamme de produits dans le catalogue. Et moi, j'interviens plus particulièrement sur les produits respiratoires, donc ce que nous, on appelle high risk, puisque c'est des produits considérés à risque. Donc je travaille plutôt sur des projets. Donc vous connaissez peut-être le site de Plaintel qui fabrique ce qu'on appelle les masques papier. Ce sont des masques jetables, donc c'est absolument pas du papier, mais c'est appelé comme ça vulgairement. Mais je travaille aujourd'hui sur de la gestion de projet au niveau européen pour le groupe, et certains projets avec une vision plutôt monde. Pour les masques à cartouches, donc vous voyez les gros masques noirs là, sur lesquels on vient visser des filtres spécifiques, et également des projets sur les équipements de pompiers. Donc vous savez, là c'est vraiment les gros masques avec des flexibles, enfin valves flexibles, des tendeurs et une grosse bouteille d'oxygène dans le dos, avec une sorte de sac à dos pour tenir cette fameuse bouteille. Donc je suis chez Honeywell depuis maintenant un peu plus de 6 ans. En termes de parcours de formation, alors moi j'ai beaucoup changé. J'ai intégré une école d'ingénieur un peu par hasard, puisqu'après mon bac je savais absolument pas ce que je voulais faire, donc je vous rassure, les parents et les enfants. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire, et en cours de fac de sciences, un conseiller d'orientation, je voulais à tout prix faire de l'enseignement,
Et le conseiller d'orientation n'arrêtait pas de me vanter les mérites des écoles d'ingénieurs et il me disait non, voilà. Et il insistait tellement lourdement que je me suis dit que ça devait se voir, que j'étais peut-être pas faite pour l'enseignement. Donc ça m'a fait un peu réfléchir et j'ai intégré une école. Alors j'étais pas trop favorable aux écoles parce que j'avais des copains qui avaient intégré des grandes écoles directement après le bac, des écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, et je trouvais que ça les avait changés humainement. Et que ça correspondait pas à ce que je voulais faire de ma vie. Je trouvais qu'ils avaient un peu pris la grosse tête, donc je m'étais dit, voilà, école d'ingénieur ou école de commerce veut dire grosse tête, veut dire, voilà. Donc ça me plaisait pas trop. J'ai quand même fini par passer un concours. Donc moi, j'ai pas fait une école avec une prépa intégrée. C'est une école qui recrute des bac+2. Donc essentiellement des prépas, mais également quelques DUG. Du coup, donc cette école est une école qui est basée à Brest, qui était spécialisée en microbiologie et sécurité alimentaire. Donc, qui maintenant s'appelle l'ESIAB, ça a changé il y a quelques années. Et donc, du coup, j'étais plutôt destinée à travailler dans le domaine de la microbiologie et dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc, typiquement, plutôt des postes de responsable qualité. Donc j'ai eu l'opportunité de faire des stages durant mon cursus. J'ai fait mon stage de dernière année au sein de la société Oudebine, qui est une entreprise du groupe Davigel. Donc Davigel, c'est la partie grossiste de Nestlé. Et donc j'étais plutôt dans l'alimentation humaine. C'est une entreprise qui fabrique des cordons bleus, des hachis parmentiers, des choses comme ça. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études. Je suis restée un petit peu en CDD pour continuer un peu la mission qui m'avait été confiée. Et ensuite j'ai intégré une PME qui s'appelle Socofag, qui est une petite structure qui était adossée au groupe Glon-Sanders, très connu dans l'alimentation animale. Donc, bon, ça s'appelle plus comme ça, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, c'était une structure très dynamique, un peu en souffrance également. Donc, moi, j'ai travaillé en tant que chef de projet, enfin, vraiment avec un aspect recherche et développement et un aspect qualité. Donc, ce qui s'expliquait bien dans cette structure. Ensuite, donc, bon, j'y ai passé un peu plus de 6 ans. Et ensuite, j'ai fait l'objet d'un licenciement économique. Donc, j'ai connu aussi le chômage, le licenciement. Et ensuite, donc j'ai intégré... Non, j'ai dit 6 ans. Excusez-moi, j'ai fait 6 ans dans la partie nutrition animale et ensuite, voilà, avant ce licenciement, on est parti sur la création de tout ce qui était bois énergie. Donc on a travaillé sur le développement de granulés de bois. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce qu'on appelle les pellets. Donc pour les chaudières ou pour les poêles à bois. Donc là, on a développé deux produits qui sont les produits Crépito et Woodstock. Et puis, ensuite, on a eu un certain nombre de difficultés qui ont conduit à mon licenciement. Du coup, j'ai redémarré, j'ai retrouvé un travail au sein de la société HD Service qui fabrique des bûches de bois compressées. Et j'ai intégré la société Honeywell en tant qu'ingénieur recherche et développement initialement. Et chef de projet. C'était un petit peu mêlé à l'époque. Et ensuite, aujourd'hui, je ne fais plus que de la gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est un métier de coordination. C'est un métier qui est à l'interface de bien d'autres métiers. Au jour d'aujourd'hui, les équipes que j'encadre sont des équipes de 8-12 personnes et je travaille exclusivement avec des ingénieurs. Enfin, quasi exclusivement avec des ingénieurs qui ont tous des métiers très différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, pour vous d'intégrer. C'est que le métier d'ingénieur, il a énormément de casquettes. Moi, je le vois tous les jours.
Donc parfois même j'ai 2 ingénieurs en mécanique, mais ils font absolument pas le même métier. Donc du coup, je coordonne les projets, je définis les budgets, je définis le périmètre du projet et j'en suis le garant. Donc si ça va vraiment de l'idée, de la création de l'idée, de la définition du projet, la présentation à l'équipe d'encadrement, la validation, et puis ensuite le déploiement du projet, donc le suivi du planning, la construction du planning, le suivi du planning, et enlever tous les problèmes qui nous tombent sur la route tous les jours. Donc c'est mon métier, c'est de contourner, d'éviter, d'anticiper aussi un maximum. Donc c'est un métier qui nécessite une grande énergie. C'est un métier passionnant parce qu'on a la satisfaction de voir tous les aspects du développement produit, donc de l'idée en travaillant avec le marketing jusqu'à la mise sur le marché, le développement industriel, donc qui m'a conduit à me déplacer en Tunisie pour des lancements ou des choses comme ça, donc qui nous amène à nous déplacer jusqu'à l'aboutissement du produit. Donc c'est vraiment un métier pour moi où il faut une grande énergie, une grande motivation, parce qu'il y a aussi des aléas, il y a des projets qui n'aboutissent pas, il y a des projets qui sont complètement recadrés, qui changent complètement de direction, et le chef de projet doit convaincre l'équipe d'avancer, de continuer, de rester vraiment focalisé sur les objectifs, sur les priorités de l'entreprise pour qu'on arrive au bout. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en parler, c'était vraiment insister sur le fait que c'est multifacette. Moi, j'ai été destinée à travailler en microbiologie, voire en qualité en entreprise agroalimentaire. Et aujourd'hui, je travaille absolument pas sur ce sujet-là, puisque, je vous expliquais, c'est des produits qui n'ont absolument rien à voir. Donc, en France, c'est pas forcément quelque chose de très facile parce que c'est hyper cloisonné, c'est hyper structuré et tout, mais ne vous laissez pas décourager par les gens qui vont vous dire « Ah bah non, t'as travaillé dans l'agroalimentaire, ma pauvre cocotte, tu y travailleras jusqu'à la fin de tes jours. » Non. Donc ce sera à vous, si vous choisissez de faire le métier d'ingénieur, de pousser un peu les portes et de pas vous laisser décourager par ce genre de remarques que vous aurez forcément. Moi, c'est Brice Le Deledec. Je travaille chez West Fermeture, qui est une entreprise qui fabrique de la fermeture plate. Donc, la fermeture plate, c'est du volet battant, c'est de la porte de garage, c'est de la persienne, que ce soit pliante ou coulissante. Mon métier de tous les jours, je ne peux pas vraiment mettre de terme dessus, parce que comme on est une très petite entreprise, on est sur 2 sites de production, ici à Ploufragan et à Donlou à côté de Rennes. Entre ces 2 sites, on est moins de 30 personnes, dont 24 agents de production. Ce qui veut dire qu'il nous laisse 6 personnes en administratif, dont 3 ADV, un patron, un comptable, moi, et voilà. Donc, comme je ne fais pas de l'administration des ventes, enfin si j'en fais un petit peu, ça veut dire que je fais tout le reste. Donc ça va de l'approvisionnement en matières premières, ça va des lancements, de l'optimisation de production, la définition des produits aussi, en création pure au bureau d'études, consultation des fournisseurs sur les faisabilités, enfin c'est hyper vaste. Il n'y a pas 2 jours où je vais faire la même chose vraiment précisément, de la même manière. Après, on retrouve quand même quelque chose qui a tendance à se répéter, dont quand monter le projet, c'est-à-dire on va refaire la trame du produit, qu'est-ce qu'on veut développer, il y a quand même une trame qui peut revenir, mais voilà, après c'est chaque jour j'arrive au bureau, j'ai envie de faire quelque chose, et arrivé de la fin de journée, j'en ai fait que la moitié. Mais j'ai bien avancé. Non, pour en arriver là, je suis passé donc mon diplôme d'ingénieur, je l'ai fait à l'ENSTIB, l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois, à Épinal, où il fait froid l'hiver.
C'est une école où on peut s'y présenter soit en prépa, soit en venant de licence pro, ou l'équivalent licence 2 aussi. Il y a des BTS et des UIT qui peuvent y rentrer. Donc technologie industrie du bois, qu'est-ce que ça regroupe ? Ça regroupe vraiment tout ce qui va être autour du bois. Donc aussi bien la productique, le bois construction ou le bois énergie, la chimie du bois. J'ai des collègues qui sont partis bosser en papeterie, j'en ai qui installent des chaudières bois, j'en ai qui sont dans le dimensionnement de charpents de bois, et d'autres comme moi qui sont dans la pure industrie du bois, c'est-à-dire on met un avivé dans une machine et il en sort un objet à la fin. J'ai perdu la trame, c'est pas grave. Ce que je pense qu'il faut dans mon métier de tous les jours, c'est déjà un bon sens de l'organisation, même si on ne fait que 50% que ce qu'on voulait. Du bon sens, et ça c'est quelque chose où on s'aperçoit que dans une entreprise c'est pas commun. On se dit toujours pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais non. Donc il faut du bon sens, et pas seulement pour soi. Beaucoup de pragmatisme, parce que on peut être amené, confronté à des problèmes, et il faut savoir prendre de la hauteur pour essayer de vraiment analyser toute la situation, et un bon contact humain. Parce que c'est vraiment un métier de contact, je trouve. C'est là, plus particulièrement en ce moment, on est un petit peu en sous-effectif côté administration des ventes. J'ai affaire à nos clients à 60% de la journée. Mais nos clients, ça va être qui ? Ça va être les vendeurs des grandes surfaces de bricolage, donc les Leroy Merlin, Casto, etc. Donc les personnes qui ne sont pas formées à notre métier et qui vendent notre produit à un public qui n'est pas averti non plus. Sauf qu'il y a quand même quelques spécificités techniques et il faut arriver à faire passer toutes ces informations. Donc pour ça, il faut vraiment savoir ne pas s'énerver. Et ça, je vous l'assure, c'est pas facile. Avant d'arriver là, j'ai fait aussi d'autres entreprises. J'ai été responsable bureau d'études et méthodes, donc là c'était beaucoup plus cadré en termes de mission, donc pour une entreprise à Agen qui faisait des portes de placard. Donc là vraiment c'était que de la définition produit et de la maintenance de l'ERP. Un ERP c'est un pro logiciel métier qui permet de gérer une grosse partie de l'informatique de la boîte, donc qui va de la gestion de commandes clients, le suivi des stocks, la nomenclature des produits, c'est quand même quelque chose de très complet, je pense. Avant ça, j'ai fait juste ingénieur méthode, donc j'avais pas encore la partie bureau d'études dans une entreprise, un gros groupe Pascal Menuiserie, qui sont basés à Argentré-du-Plessis. C'est à peu près 1000 personnes dans le monde, en comptant les exploitations forestières en Côte d'Ivoire. Et donc là, c'était 5 années d'ingénieur méthode. C'était vraiment de l'organisation de poste de travail, de la faisabilité technique. Donc on recevait tout ce qui était plan du bureau d'études pour vérifier que ce qui nous pondait comme nouveauté était quand même réalisable. Et si ce n'est pas réalisable, de trouver les moyens pour que ça le devienne. Du suivi aussi pur atelier avec du contrôle du travail, parce que il faut quand même pouvoir mesurer aussi l'efficacité des ateliers. Et juste avant mon tout premier poste, donc sortie de l'école d'ingénieur, ça a été justement la mise en place d'un ERP chez un cuisiniste. Donc fraîchement émoulu, j'ai dû complètement paramétrer donc tout ce qui était aide à la vente, suivi de stock, gestion des fournisseurs. Donc voilà, ça demande de vraiment de prendre de la hauteur sur le fonctionnement de l'entreprise, de vraiment analyser tout son fonctionnement et de réussir à le formaliser.
Parce que vous ne demanderez jamais à un ordinateur de faire le boulot d'un humain. Il fera ce qu'on lui demande. Je suis passé par une prépa, Joliot-Curie, à Rennes. Pourquoi je suis atterri là-bas? Pareil, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et en fait, c'est le fils de ma prof de maths, quand j'étais au collège, qui avait fait cette fameuse prépa et qui avait fini à Kourou, travailler sur le lancement des fusées. Donc forcément, je suis arrivé là-dedans des paillettes plein les yeux. Mais j'ai découvert qu'en prépa, on n'est pas du tout préparé quand on est par le lycée, quand on arrive là-bas. On tombe sur un monde un peu de compétition, parce que les places au concours au bout de 2 ans sont limitées. Donc c'est 2 ans à travailler. Peu de sorties, voire pas du tout. Mais voilà, après ce n'est que 2 ans. Ces 2 ans, vraiment, c'est pas vraiment un sacrifice, parce qu'après, on va en profiter tout le reste de notre vie.